les différentes présidences africaines. Alors, que pensez-vous voilà, de sa sortie? Parce que nous voyons, il a chargé Gbagbo, Alassane au passage, Blaise Compaoré. Pourquoi maintenant? Parce que certains observateurs s'accordent à dire qu'ils veulent se débarrasser de la vieille classe politique. Déjà, ça n'est fini pour elle. Donc, maintenant, il faudrait continuer avec et réunir avec la nouvelle classe. D'accord. Bon, Robert Bourgi, beaucoup de gens ne le connaissent pas. En Afrique, ici, les gens ne le connaissent pas bien. Oui. Même en France, là-bas, les gens ne le connaissent pas très bien. Robert Bourgi, c'était un grand escroc. Ah bon? Un très, très grand escroc. Un très grand manipulateur. Un très, très grand manipulateur. Alors, parlez-nous maintenant, un peu de lui. je vais dire qui c'est Robert Bourgi, ce que je sais de lui. Mais juste avant, je vais donner un détail qui est très important. Robert Bourgi, il a parlé sur quels médias? Sur des médias qui passent... Sur des médias français, mais destinés au public africain. N'est-ce pas? Oui. Parce que France 24 et TV5 sur lesquels il a parlé, le même jour, avec les mêmes habits, à peine il est sorti de ce studio pour rentrer dans l'autre studio, c'est des messages destinés à l'Afrique. Les Français ne connaissent pas France 24 et TV5, ils s'en fichent de ça, ils ne suivent pas. Sauf quelques Africains qui sont là-bas. Donc, c'était un message à l'endroit des Africains. Bourgi, il est né en 1945, Robert Bourgi, c'était un Libanais. Au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal, c'était un franco-libanais. Et c'est son père qui avait de bonnes relations avec Jacques Foccart. Jacques Foccart, c'est celui qui s'occupait de tout ce qui est réseau France-Afrique. C'est celui qui a créé le réseau France-Africain avec Charles de Gaulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, en 1960, Charles de Gaulle a compris qu'il n'a pas le choix. Il est contraint de donner l'indépendance aux pays africains. Il était obligé de le faire. Charles de Gaulle a dit à Jacques Foccart, bon, écoute, ce qu'on va faire, on va déclarer une nouvelle légalité internationale. C'est quoi? C'est ces pays africains-là, on va leur donner leur indépendance. Mais, en dessous, sous la table, ce que toi tu vas faire, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. On va faire les voyous. On va faire les bandits. C'est quoi? Faire les voyous, faire les bandits. On va continuer à maintenir ces pays-là d'une main de fer. On va continuer à aller chercher notre cacao par force. On va continuer à aller chercher notre bois, le bois dont on a besoin par force. Les hydrocarbures par force. L'uranium, l'or, on va continuer à aller chercher tout. Et on va, par-dessus tout, continuer à essayer de mettre en place des chefs d'État qui seront favorables à nous, avec des premiers ministres, des gouvernements africains qui seront favorables à nous, on va se faire aider par des journalistes favorables à nous, on va se faire aider par ci, par ça, voilà. Et par des militaires qui sont favorables à nous, on va former des militaires, etc. pour organiser des coups d'État, pour être favorables. Donc, Jacques Foccart, c'est lui qui a mis tout ça en place. Quand il a mis ce réseau-là en place, il faut savoir une chose qui est très importante, Moussa. Laquelle? Ce réseau que Jacques Foccart a mis en place, qu'on appelle le réseau France-Africain, tous les Français ne sont pas au courant de ça. La plupart des Français ne savent pas comment ça fonctionne. L'Assemblée nationale française ne sait pas généralement, la plupart ne savent pas comment ça se passe. Le Sénat ne sait pas, la plupart des gens qui sont là-bas ne savent pas comment ça se passe. Ils ont choisi quelques personnes, d'où le réseau France-Africain. Ils ont pris quelques gens. Même dans la presse française, il y a des gens qui acceptent de faire ce boulot par tout le monde. Les journalistes, certains journalistes. Il y a certains journalistes qui acceptent de le faire, tels que Jeune Afrique, tels que Wassim Nasr, tels que Serge Daniel, de RFI, etc. Donc, et tout le monde... France Média Monde aussi. France Média Monde, qui est destiné, principal. voilà, qui est l'outil de communication, de propagande communicationnelle de la France, mais destiné vers l'Afrique. Donc tout le monde n'est pas au courant de ces réseaux-là. Bon, ce même réseau-là, ils ont mis ce même réseau-là dans tous les autres pays africains. C'est-à-dire dans tous les pays francophones d'Afrique, ils ont mis ce même réseau-là. Ça veut dire que dans chaque pays africain, ils ont des présidents qui sont favorables à eux, ils ont des premiers ministres favorables à eux, des ministres favorables à eux, ils ont des militaires favorables à eux, des douaniers qui sont favorables à eux, des journalistes aussi dans notre presse, dans les presses de nos différents pays, il y en a qui sont favorables à eux, et généralement, voilà, c'est ça, c'est généralisé. Donc, ils ont interconnecté maintenant tout ce beau monde-là, tous ces pays africains francophones, on les a tous interconnectés maintenant à la France. Et maintenant, ils mettent les présidents. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils organisent des coups d'État contre eux. Ceux auxquels ils n'arrivent pas à faire des coups d'État, ils organisent des rébellions. Et maintenant, de nos jours, maintenant, ils ont presque arrêté les rébellions. Maintenant, ils amènent le terrorisme chez les gens. Maintenant, lorsque le père de Robert Bourgi a tissé de très bonnes relations avec ce monsieur, qui est Jacques Foccart, oui. Eh bien, c'est comme ça que Bourgi aussi est rentré dans le circuit. Il est devenu son élève. Il est devenu l'élève de Jacques Foccart. Et lorsque Jacques Foccart est décédé en 1997, Bourgi
il savait comment faire les choses, il a pris les choses en main, et c'est lui qui voyageait entre les différents chefs d'État africains et les chefs d'État français. Voilà. Mais le problème de Bourgi, c'est que pendant qu'il faisait ce boulot-là, eh bien, en 1995, Jacques Chirac est venu au pouvoir. Jacques Chirac a fait d'abord un septennat. Il a fait 7 ans, d'abord. Donc, en 2002, Jacques Chirac devait briguer un deuxième mandat. Donc, Jacques Chirac, qui a son intime ami, qui est l'autre, là, qui est de Villepin, Dominique de Villepin, oui. Ils faisaient tout ensemble. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Alors maintenant, c'est ainsi que Jacques Chirac et de Villepin, Dominique de Villepin, ont décidé de déposer Robert Bourgi. Ils ont dit, bon, oui, on va le mettre de côté, ce monsieur, parce qu'actuellement, il y a une grosse affaire qui a démarré en France dans les années du premier mandat, de la fin du premier mandat de Jacques Chirac, dans les années 94, 95, 96, 97. Il y a l'affaire Elf qui a éclaté, un très grand scandale de la France. Ça veut dire quoi? Elf a été remplacé par Total. Elf, c'était la Société nationale de pétrole française. C'est eux qui partaient dans les différents pays africains et dans le monde, ils partaient tuer les gens pour leur pétrole. Et Elf était utilisé pour cela. L'argent du pétrole coulait à flot, ils prenaient cela, voilà. Donc globalement, c'est un peu ça. Et Elf finançait des guerres, finançait des rébellions, finançait beaucoup de choses. Hein. Et il y avait beaucoup d'hommes corrompus qui recevaient, beaucoup d'hommes politiques français. Parce qu'Elf finançait aussi la vie politique française, l'argent du pétrole sale. Donc lorsque la juge d'instruction, Eva Joly, a mené des enquêtes sur cela pendant plus de 8 ans et quelques, plusieurs juges, eh bien l'affaire a éclaté. Et Jacques Chirac et Dominique de Villepin ne voulaient pas trop voir Robert Bourgi près d'eux, quoi. Parce que lui, c'est le symbole de la France-Afrique. Donc, on veut se débarrasser de ce monsieur pour ne pas avoir de problème pour son deuxième mandat. Ils sont débarrassés de lui et le monsieur n'était pas content. Parce que lui, il voulait continuer à jouer ce rôle de monsieur France-Afrique, etc. Il se sentait bien dans sa peau. Il se sentait bien dans ça, bien sûr, parce qu'il faisait... C'était un corsaire. Donc maintenant, pendant qu'il faisait ça, maintenant, il a été déposé. Il s'est fâché. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? En 2007, lorsque Jacques Chirac était à la fin de son deuxième mandat, eh bien, Bourgi a combattu Jacques Chirac et il s'est mis avec Nicolas Sarkozy. Et il a continué à amener des valises remplies de billets à Nicolas Sarkozy. Mais ça, il ne le dit pas. Et après ça, maintenant, lorsque Sarkozy est tombé en 2012, face à Hollande, eh bien, à l'époque, Dominique de Villepin voulait se présenter à l'élection présidentielle en 2012. Mais depuis 2011, Bourgi est sorti avec cette même histoire-là. Celle qu'il a faite, la sortie médiatique qu'il a eu à faire il y a 2-3 jours, là, oui. Il a fait la même chose en 2011. La même chose. Et c'était pour salir Dominique de Villepin. Et aujourd'hui encore, sa cote de popularité. Aujourd'hui, tout le monde remarque que la cote de popularité de Dominique de Villepin est en train de remonter en France. Il est invité par tous les médias. Oui. Il est le chouchou à cause de ce qu'il dit par rapport au Moyen-Orient. Le scandale, les tueries d'Israël au Moyen-Orient. Il intervient sur les plateaux, il parle de la Russie aussi et de l'Ukraine. Comment est-ce qu'on aurait pu régler ce problème-là? Et ils ont même sorti dans les archives les anciennes interventions de Dominique de Villepin lorsqu'il a dit non aux États-Unis. Il dit non, on n'est pas d'accord pour aller faire la guerre en Irak. Donc, Dominique de Villepin est à le vent en poupe. Il est actuellement en train de monter en sondage. Les gens l'aiment bien. Et qui sort? Qui sort? Bourgi. Bourgi, il sort pour dire non, de Villepin, il a pris trop d'argent. Il prenait de l'argent avec Alassane Draman Ouattara. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et il a profité de charger tout le monde. Mais moi, à mon avis, ce message-là, Bourgi, il est en train de passer ce message-là. 2 personnes doivent faire extrêmement attention. Qui est qui? Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il a dit clairement qu'il n'a pas gagné l'élection et que Sarkozy a dit qu'il va aller neutraliser Gbagbo. Donc, Alassane va le vitrifier. Voilà, qui va le vitrifier. Moi, je ne connaissais pas cette expression. Quand j'ai entendu vitrifier, j'étais cherché. J'ai dit d'accord, ok, d'accord, il veut le neutraliser. Donc, déjà, le fait qu'il dise ça aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara doit se poser des questions. Il faut faire attention parce que Alassane Draman Ouattara doit savoir que les Français, c'est des traîtres. Pas les Français, la population française. Les quelques dirigeants français. L'élite politique. L'élite politique, quelques dirigeants, pas tous. Pas tous. C'est important de le dire à chaque fois qu'on prend la parole. C'est pas tous les Français, c'est pas tous les dirigeants français, mais c'est quelques dirigeants français qui sont dans ce réseau-là. C'est eux qui sont les mafieux. Et Alassane doit faire extrêmement attention à eux. Il doit cesser d'essayer de leur plaire à chaque fois. Non, il faut qu'il arrête cela. Il doit faire attention. Et la deuxième personne qui est la cible, à mon avis, c'est Dominique de Villepin. Lamine, nous voyons déjà une vague de réactions à travers les réseaux sociaux, les gens qui disent que voilà vraiment nos militaires qui sont à la tête des pays de l'AES ont raison. Maintenant, ils sont en train de voir surtout nos voisins d'à côté
tellement réagi de cette situation, les 3000 morts qui ont eu en Côte d'Ivoire, d'aucuns pensaient que c'est une guerre, que c'est la faute de Laurent Gbagbo, mais avec cette sortie, voilà, donc les gens ont été plus édifiés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les sacs de valises qui partaient à l'Élysée, l'argent du contribuable africain, les pays qui se cherchent, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'eau, d'électricité haute, et ça partait comme ça pour financer, voilà, l'élite politique française a envie de pouvoir se faire, voilà, élire. Bon, d'abord, ceux qui vont penser d'abord, je vais m'adresser, ceux qui vont penser que, bon, voilà, le fait que M. Bourgi, l'avocat qui n'a jamais plaidé, hein, il est avocat mais il n'a jamais plaidé. C'est le seul avocat que moi je connais au monde qui est avocat, qui est inscrit dans un barreau mais qui n'a jamais plaidé. Et qui a été chassé par la suite du barreau parce qu'il a posé des actes pas trop catholiques conformément au texte qui régisse le barreau de la France. Donc en ce moment, ça c'est une précision de taille. Voilà. Quand on te dit tu es un médecin, on t'envoie en Afrique, mais tu n'as jamais soigné quelqu'un. Tu n'as jamais même fait une piqûre. Tu n'as jamais consulté une seule personne. Mais pourtant, on te laisse avec les titres de médecin. Mais bon, on se doit se demander qu'est-ce qu'il faisait là-bas comme métier d'avocat. Peut-être certains vont parler de conseil. Conseil quoi? Il n'y a rien. Donc alors, ceux qui vont penser que voilà, Bourgi donne raison au pays de l'AES, c'est que les chefs d'État de l'AES disent aujourd'hui. Ce n'est pas des trucs qui sont nouveaux. Ça a été dit depuis lors de l'indépendance en 60, avant même 60. Dans les années 80, ça a été dit. Dans 90, ça a été dit. 2000, ça a été dit. Ben, aujourd'hui, peut-être certains pensent que peut-être la vie a commencé en 2020. Avec la mondialisation de l'information, parce que tout le monde a accès, comme Ibouksi l'a si bien. À la seconde près, nous avons tous accès à la même information. Mais avant, avec le réseau France Média Monde, je pense bien, si l'expression est bien dit, voilà, donc c'était comme ça, c'était un réseau, l'information était canalisée, mais avec les réseaux sociaux, c'est facile d'avoir l'information. Oui, mais c'est les pères de l'indépendance de l'Afrique ont y à dénoncer. Je pense que ce n'est pas le média France Monde l'agence France Monde qui a donné ces informations. Mais on ne les écoutait pas. Souvent, l'homme a envie d'attendre ce qu'il veut entendre seulement. Voilà. Maintenant, c'est que la sortie de Bourgi, moi, je pense que c'est plus encore pour bien nous embobiner. Parce que pourquoi elle sort maintenant? Parce que quand quelqu'un te parle, nous sommes en Afrique, 3 choses sont importantes. Celui qui parle, ce qu'il dit, et l'objectif de ce dire. Il faut faire très attention. C'est comme Satan vient trouver un musulman, il te dit, bah voilà, viens, je vais t'apprendre à faire l'ablution et prier. Oui, certes, ce qu'il te dit, l'ablution, prier, c'est bien. Mais Satan qui va t'enseigner ça, toi-même tu vas te dire que bon, maintenant Satan il veut ton bien. Un être qui a toujours cherché à te détruire. Un être qui a toujours cherché à te faire du mal. Un être qui a toujours sucé ton sang. Il vient te proposer un jour, jouer au pompier au pyromane. Mais en ce moment, il faut qu'on réfléchisse un peu. Ibou a dit quelque chose avant de venir à ta question, qui est très important. Les médias par lesquels il est sorti pour dire ça. Pourquoi France 24 laisse sortir Bourgi sur leur plateau, TV5 Monde sur leur plateau, pour dire ça? C'est des médias qui sont contrôlés par l'État français. L'État français décide ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit, ainsi de suite. Rarement tu verras peut-être un Jean-Luc Mélenchon sur TV5 et sur TV5 sur France 24. Mais il y a d'autres chaînes sur lesquelles il passe. Même il y a des chaînes qui sont contrôlées par peut-être la cliquaille des soutiens de la France, les Bolloré. Rarement, même si Jean-Luc Mélenchon passe là-bas, on sent très bien qu'on ne veut pas lui laisser parler. Ça, c'est déjà très important. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention au message de quelqu'un qui a toujours vécu dans l'escroquerie, okay? Dans le non-respect des droits humains, dans le non-respect des autres. Et même sur TV5 Monde, la journaliste a posé la question, est-ce que vous ne vous sentez pas de façon consciencieusement, est-ce que des pays qui n'avaient rien, il dit que non, il n'est pas devant un juge d'instruction. Il est là pour parler de ses mémoires. Et ses mémoires aussi, il avait prévu d'abord de les faire sortir après sa mort. Et après, il a voulu le faire maintenant. Parce qu'avant, tout passait par lui. Il était dans le contrôle, tout ce qui se passait en Afrique, il était en quelque sorte intéressé par les différents chefs d'État, jusqu'au moment où Hollande arrive. Et quand Hollande arrive, Hollande dit non, bon, maintenant, nous, on ne veut plus travailler avec toi. C'est en ce moment-là que les chantages ont commencé. C'est en ce moment-là que Dominique Villepin, aujourd'hui, qu'il massacre sur le plateau à travers, il a fait ceci, il a fait cela. En 2014, il a eu à défendre le même Dominique Villepin.
Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais en ce moment, ça trouvait déjà qu'il voulait quelque chose. Maintenant, comme il a perdu de notoriété, il s'est habitué à une belle vie, une vie luxueuse. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir faire un marketing, comme les Ivoiriens le disent, la marmaille, autour du marketing de son livre, comme ça a été le cas par rapport à un livre au Mali que je ne citerai pas, et je vais me taire là-dessus. Maintenant, il va faire une bonne vente de son livre. Ça, quand même, c'est sûr. Okay. Maintenant, quand il parle de Omar Bongo, quel Africain ne connaissait pas? Qui s'intéressait à la politique dans les années 2000? Qui ne connaissent pas ce qu'a fait Omar Bongo. Omar Bongo a clairement dit tous les Gabonais ont deux nations. La France et le Gabon. Clairement, il ne l'a jamais caché. Quand on prend Blaise Compaoré, on l'a vu. Ce n'est pas le temps de Modibo Keïta. Nous, on a vu une partie, même si on ne connaît pas toute l'histoire. Et après, on va venir Gbagbo et puis l'autre, Alassane. Mais lors des élections, quel Africain qui réfléchissait normalement ne pensait pas que la façon dont Alassane est venu, ce n'est pas catholique? Tout le monde le savait. Et à l'époque, c'est lui qui était à côté de Sarkozy. Quand il dit que, ben voilà, quand on m'a dit vitrifié, j'ai pleuré en sanglots, j'ai voulu aider le monsieur. C'est faux. C'est faux. Il veut se faire voir. Il dit qu'il dit c'est là pour se laver la mémoire, un peu la conscience. Mais je te dis que c'est un escroc aussi. Si Gbagbo aussi, l'arrestation de Gbagbo lui a fait mal. Il a rendu combien de fois visite à Gbagbo à La Haye, à la Cour pénale internationale? Il est parti combien de fois le voir? Et combien de fois il s'est prononcé sur la question? 0 fois. Bon, l'ami, il peut continuer. Combien de fois il s'est prononcé? C'est pourquoi quand je te dis que quand Satan t'apporte le message de Dieu, il faut faire très très attention. C'est pas pour ton bien qu'il le fait. Maintenant, aujourd'hui, les pays africains de l'AES, certes, le langage qu'ils tiennent, c'est des langages qui sont bien pour la population africaine en général. Je ne prends pas seulement que de l'AES. Si l'Afrique parvient à être souveraine aujourd'hui. Mais la question est que ça va être très difficile, très compliqué. Très difficile et très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État encore qui restent sous le coup des chantages de la République française. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui aussi, la France sait qu'elle perd de l'influence en Afrique. La France-Afrique, s'il ne change pas de paradigme, même si Macron l'a dit quand il venait, mais il voulait jouer aux vieux des années 80, malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Peut-être qu'il est jeune, peut-être qu'il ne maîtrise pas très bien les rouages. Maintenant, il faut changer de paradigme. Les Africains ont compris ce qui s'est passé. Et maintenant, on va chercher quelqu'un qui va venir dire que voilà, il y a ceci, il y a ici, là, il y a ceci. Maintenant, imaginez qu'il y a le sommet prochain, Afrique-France, qui est prévu au Kenya, je pense bien. Oui, il y a un pays là. Voilà. Au Kenya. Au Kenya, je crois. Bourgi sort pour dire ça. Au Kenya, qui ont été les différents présidents qui sont passés là-bas? Quel était leur rapport avec la France? Sassou aujourd'hui, que le monsieur parle de Sassou ou pas, Sassou il est arrivé à terme. Sassou ne va pas faire 20 ans de plus. Comme de la même manière aussi au Cameroun, ils ne vont pas faire 20 ans de plus. Et Alassane, déjà, le prochain mandat d'Alassane, ça va être très compliqué. Parce qu'Alassane n'est plus comme Alassane d'avant. J'allais poser cette question. Voilà, il faut maintenant préparer la relève. Et c'est ce que moi j'ai compris dans le truc du monsieur. Quelqu'un qui a été condamné à maintes reprises par la justice française, un avocat qui n'a jamais plaidé, un monsieur qui a toujours sucé les sangs des Africains aujourd'hui, il sort pour dire quoi que ce soit. Ok, Ibo, rapidement, voilà, les milliers de billets qui partaient à l'Elysée, au Bussine en France, pour financer l'élite française envie de faire des campagnes. Et ensuite aussi, nous voyons que les élections qui pointent déjà à côté Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un problème de succession? Ils ne veulent pas faire sauter le système? Est-ce que ce n'est pas une manière? Pourquoi cette sortie actuellement? Bon, en tout cas, on ne peut pas, parce que c'est un petit renard, c'est un petit malin. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il mijote. Mais en tout cas, si moi j'étais un conseiller du président Alassane Dramane Ouattara, j'allais lui dire de faire attention. J'allais lui dire de faire gaffe. Parce que ce qu'il faut comprendre avec ces gens-là, c'est que ce n'est pas parce que tu leur rends service qu'ils vont t'épargner. Moussa, si le président Alassane Dramane Ouattara pouvait entendre ce que je suis en train de dire, ça allait me faire plaisir. Il faut qu'ils comprennent, tous nos chefs d'État africains doivent comprendre, que ce n'est pas parce que tu leur rends service à ces gens-là qu'ils vont te laisser tranquille, qu'ils vont t'épargner. Non. Si c'était le cas, ils allaient épargner des millions de présidents africains. Ils allaient épargner les IBK. Ils allaient épargner les Mobutu Sese Seko. Ils allaient épargner les Blaise Compaoré. Ils allaient épargner
plein d'autres chefs Tout d'État. récemment, le président nigérien qui... Le président... Et voilà. Au Niger, mais même du Oui, Gabon. oui, du Gabon. Chez Noisy. Voilà, le président gabonais, faites du bruit, make noise, c'est ça, c'est mettre du bruit. Ils allaient l'épargner. Ils allaient épargner Idriss Déby. Ils allaient épargner, je sais pas, Condé, Alpha Condé. Mais les chefs d'État africains, qui sont des Africains, avant qu'ils soient des chefs d'État, sont d'abord des Africains. Donc, l'Africain ne comprend pas que ce n'est pas parce que tu rends des services à cette élite française, à ces quelques dirigeants français qui vont t'épargner, ils ne vont pas te laisser. Quand ils auront besoin de toi, ils vont t'éliminer. Ok. Et maintenant, on ne sait pas si c'est ça qu'ils sont en train de mijoter, mais moi, quand même, lorsque j'ai fait un petit tour en France, j'ai regardé un petit peu la vie politique là-bas, j'ai vu que Dominique de Villepin, qui est l'un des ennemis jurés de Bourgi, a actuellement beaucoup de succès. Je me suis dit, ah, ça là, il veut peut-être salir Bourgi, il veut salir Dominique de Villepin pour qu'il ne revienne pas dans la vie politique et pour qu'il ne puisse pas se présenter. Voilà, ça c'est un. Et après, je me suis dit, bon, il a chargé Gbagbo, mais Gbagbo, il n'est plus au pouvoir, Gbagbo, il s'en fout. Il dit que Gbagbo a donné 3 millions de dollars au président Jacques Chirac pour être dans les bonnes grâces de Jacques Chirac. Oui. Bon, Gbagbo, il s'en fout. Gbagbo, il n'est plus au pouvoir. Il dit que Oumar Bongo donnait beaucoup d'argent et choisissait même les ministres français parfois. Mais Bongo, il est mort, il s'en fout. Il n'est plus là. Il dit que Sassou Nguesso a donné beaucoup d'argent, je ne sais où. Mais l'un des, aussi avec ses présidents qui s'en fout de tout ce que la France fait, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est l'homme le plus à l'aise au monde. Sassou Nguesso, lui, il s'en fout. Hein. Lui, il n'est pas dirigé comme les présidents africains de l'Afrique de l'Ouest. Hein. L'Afrique de l'Ouest, là, ils ont peur. Sassou Nguesso, lui, il s'en fout carrément de ce qui se passe. Tu dis ce que tu veux, lui, il continue. Lui, il ne fait qu'avancer. Bon, quand il parle de Blaise Compaoré, Blaise, il s'en balance. Blaise, il n'est plus au pouvoir. Alors, dans tout ça, qui a à perdre quelque chose? C'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il y a des enjeux qui sont là. Il est président quand même. Et lorsqu'on va dire que, il est président, mais c'est Sarkozy qui l'a forcé. Hein. Même si Alassane avait gagné les élections. Moi, je ne sais pas s'il avait gagné ou s'il n'avait pas gagné. Je ne peux pas m'exprimer sur ça. Je ne peux pas le savoir. Mais je pense que le fait que le président Sarkozy ait demandé à l'armée française et à l'ONUCI à l'époque, oui, l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, à l'ONUCI d'intervenir dans le palais de Gbagbo pour enlever Gbagbo, les gens vont se dire, s'ils ont fait ça, c'est peut-être parce qu'ils veulent imposer Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que les gens vont penser. Donc, en tout cas, qu'ils fassent tous gaffe, parce que Bourgi, il est très dangereux. Lamine, voilà, les pays de l'AES ont porté plainte contre le journaliste de France 24, Wassim Nasra, pour complot contre ces différents pays, parce qu'il est en contact avec les terroristes. Et puis l'information qu'il détenait bien avant l'attaque récente à Bamako, il savait tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Wassim Nasra, il est journaliste, il a ses sources, il travaille dans un organe et il est obligé de respecter la ligne éditoriale de l'organe. Quand tu acceptes de travailler dans un organe, tu respectes forcément la ligne éditoriale. Et c'est qu'on te dit de faire aussi par la suite. Maintenant, il travaille dans un organe, on sait déjà la coloration, ou bien le trait qui lie cet organe-là avec le pouvoir en place en France. Déjà, ça en dit long sur tout ce que Wassim Nasra il dit dans les trucs, même si, il faut le rappeler, peut-être lorsque Bounty a été attaqué, même en ce moment, c'est qu'il a dit, finalement, il y a eu des enquêtes, et puis l'enquête a révélé que c'est que lui l'avait dit qui était bien, mais là aussi, c'était parce que c'était contre nos autorités, encore une fois de plus, qu'il a défendu cette thèse. Maintenant, le fait que les pays de l'AES décident d'engager des enquêtes pour vraiment savoir ce qui se passe, et puis par la suite, dans les jours à venir, voir peut-être comment porter plainte au niveau de, si c'est la CPI ou si c'est au niveau de l'ONU, comment ils vont faire, je ne sais pas trop. Je ne maîtrise pas trop le droit international par rapport aux différentes procédures. Mais le fait déjà de dénoncer ce que Wassim Nasra est en train de faire, c'est déjà quelque chose de bien en soi. Et par la suite, maintenant, il ne faut pas s'arrêter seulement qu'à dire qu'on va engager des enquêtes, parce que moi, je suis certain que Wassim Nasra, moi, je le vois très mal débarquer dans l'un de ces pays-là.
très très mal débarquer dans l'un de ces pays. Et même dans un pays qui est ami avec ce pays-là. Je le vois très très mal. Parce que c'est un gars qui ne bouge pas trop. Parce que quand on te met dans ce genre de mission, tu ne bouges pas trop. Certes, je respecte la liberté d'expression, mais aller aussi à collaborer de façon très très liée avec les terroristes, je pense que tous ceux qui font du terrorisme, tous ceux qui relaient les messages des terroristes, c'est pas moi qui le dis, c'est le droit international. Ils sont considérés comme un terroriste. Tous ceux qui apportent leur aide aux terroristes, que ce soit sur le plan communicationnel, que ce soit sur le plan logistique, ou bien sur quoi que ce soit, tu dois être considéré comme un criminel. Et un terroriste, un point, c'est tout. Maintenant, comme c'est France 24, comme c'est Wassim Nasr, bon, il y a l'exception qui va être faite à la règle. C'est ce qui se passe. Mais, parce que même quand Wassim Nasr a voulu inviter et faire intervenir les terroristes sur France 24, ces jours-là, la dame a dit non, c'est pas un terroriste qu'ils interviewent, mais ils donnent juste la parole à quelqu'un qui se sont avec un autre groupe, qui sont engagés dans un combat, qui vont venir. Tu donnes la parole aujourd'hui à Yad, à Koufa. Tu donnes la parole aux terroristes qui se trouvent dans d'autres contrées. Un terroriste, c'est un terroriste. Même si Yad dit que bon, moi je suis malien. Oui, si tu es malien, on n'en disconvient pas, mais tu es un terroriste. Ça aussi, frère, c'est comme il y a des Maliens voleurs, il y a des Maliens qui sont autre chose, il y a tout ce qui va. Maintenant, quand même, ce qui est sûr, moi, je ne vois pas trop, je suis trop pessimiste sur le fait que une plainte déposée au niveau de la CPI ou au niveau de nulle part, que ça aboutisse. Mais peut-être ça peut, si l'AS parvient à jouer sur le plan de la communication, ça peut amener à ce que Wassim Nasr change un peu de ton et que la France comprenne le message de l'AS. Parce que vu que la France, ce qui est sûr, elle veut encore venir cohabiter avec nous. Mais maintenant, comment il faut le faire? Alors, nous voyons que vous avez fait plusieurs émissions, Iboussi, en dénonçant voilà, les interventions de Wassim Nasr. Vous l'avez même qualifié de terroriste qui doit être poursuivi. Je pense que votre voix a été entendue par les 3 pays de l'AES. Ils ont porté plainte contre Wassim Nasr. Qu'en dites-vous? Bon, porter plainte, c'est une information judiciaire. Oui, information judiciaire. Bon, c'est ce que j'ai vu, je crois bien. Information judiciaire, j'ai été chercher dans les papiers là. On dit que c'est lorsque le tribunal décide, un juge d'instruction décide le tribunal d'ouvrir une enquête. Voilà. C'est une enquête. Donc c'est une enquête en fait qu'ils ont décidé. Et maintenant, à l'issue de l'enquête, s'ils pensent qu'il y a des éléments qui peuvent montrer qu'effectivement Wassim Nasr il est responsable, il est avec eux, tout ça. Bon, après ça, il y a la suite. Peut-être ils peuvent lancer Interpol derrière lui. Voilà. Après, est-ce que ça va aboutir, ça ne va pas aboutir, on ne sait pas. Mais Wassim Nasr, quand même, c'est sûr que s'il se réveille le matin et qu'on lui dit qu'il est à Bamako, ça ne va pas lui faire plaisir. Depuis qu'il y a l'enquête là qu'on a lancée contre lui, là, il va faire extrêmement attention à là où il doit aller. En tout cas, il va tout faire pour éviter certains pays. Voilà. Bon, maintenant, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Je trouve que ce que la justice de ces 3 pays a eu à faire, c'est très bien. Ça peut avoir quel impact? Non, c'est très bien. Ça va le calmer tôt ou tard. Même s'il a tweeté, il dit non, lui, de toute manière, lui, il fait ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. France 24 a dit non, on le soutient, il n'y a pas de... Mais ça va faire ses effets. Parce qu'on va dire qu'on te veut. Et puis, ça ne va que le piéger lui davantage parce que lui, il ne pourra pas s'embrouiller aussi avec ses employeurs. Parce que ses employeurs, du jour au lendemain, ils peuvent dire attention, hein, tu fais attention hein, parce que maintenant tu es avec nous pour la vie. Et puis, ce qu'on te dit de faire, tu le fais. Sinon, on te donne à Bamako, on te donne à l'AUS et puis tu vas voir là-bas ce qui va se passer. Donc, du coup, il y a ça aussi. Mais Wassim Nasr, c'est important de dire aux gens qui nous regardent ce qu'il fait. C'est le monsieur qui, avant que les terroristes ne frappent, il est au courant. Pendant qu'il frappe, il est au courant. À la fin des frappes, il est au courant. Voilà. Donc, il y a forcément des interrogations. On sait tous qu'ils vont essayer de jouer sur la limite qu'il y a pour le journaliste, le droit de protéger sa source, etc. Oui. Parce que la presse peut essayer de dire non, écoutez, il a ses sources, etc. Donc, il ne va pas dire ses sources. Il a, oui, mais tu as tes sources. Mais quand toi-même tu dis que les gars sont en train de frapper et ils te disent qu'ils sont en train de frapper. Et ils te disent qu'ils ont préparé ça depuis très longtemps. Et qu'ils ont choisi le bon moment maintenant, et puis qu'ils disent qu'ils vont commencer à frapper dans la capitale malienne probablement. Et quand vous discutez, vous échangez, et à chaque fois, c'est toi qu'ils appellent pour te dire ce qu'ils font, donc tu discutes avec eux. Donc, tu es leur ami, tu es un pote à eux, tu es un ami à eux, tu partages leurs messages sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Bon, donc, en fait, tu fais de la communication pour les terroristes. Quelqu'un qui communique avec des gens qui... Mais écoute, la phrase qu'il a eu à employer, il dit que pendant que les autorités maliennes étaient en train de nier le fait que les terroristes étaient à l'aéroport, qu'eux-mêmes lui ont dit à lui qu'ils sont à l'aéroport. Mais c'est lui-même qui l'a écrit
sur Twitter, là, sur X. Mais veut quoi? Ça veut dire qu'il discute avec eux. Et c'est même pas, ça n'a même pas pris 1 heure de temps, 2 heures de temps. À la limite, s'il était passé par certaines sources pour avoir des informations, on aurait pu dire que bon, mais c'était pendant qu'on était en train de se tirer dessus, pendant que nos forces et les terroristes se tiraient dessus, lui, il avait toutes ces infos. Il dit non, ils m'ont dit qu'ils sont à l'aéroport. Et puis, il était en train de dire déjà, dégrainer toutes les armes qu'il y a. Il y a des Kalachnikov, il y a des 12-7, il disait toutes les armes qu'il y avait. C'est un terroriste, ce mec-là. Mais ce n'est pas étonnant venant de la part de France 24 aussi. Parce que nous savons que le groupe France Média Monde, c'est des gens qui sont utilisés par la France pour voilà, faire du mal aux pays africains qui ne veulent pas rentrer dans le rang de la France.